Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Inner Voyage, un espace de partage et de liberté. Nos invités nous racontent des expériences uniques, celles qui leur ont permis d'ouvrir les portes de leur psyché. À travers leurs histoires personnelles et intimes, ils partagent ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, les espaces de leur inconscient qu'ils ont pu visiter, comment ce voyage les a déplacés et en quoi cela a changé leur rapport au monde. Cette semaine, nous recevons Raphaël, enseignante de yoga Kundalini et facilitatrice de sessions Inner Dance. Raphaël nous partage ses explorations à travers la transe, le lâcher-prise et les états de conscience modifiés. Bonjour Raphaël et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Raphaël, j'ai 31 ans, je suis enseignante de Kundalini Yoga, un type de yoga qui fait la part belle à la méditation, mais en mouvement et en souffle et en voix, on va dire. Mais j'organise aussi à côté des séances d'Inner Dance, donc des formes de trance, à la fois entre la relaxation et la transe, où les participants et participantes sont amenés à atteindre des états non ordinaires de conscience, dont la transe. Avant ça, j'étais avocate, encore avant ça, galeriste. Je reprends en parallèle des études en école de beaux-arts. Et du coup, je mixe un peu tout ça aujourd'hui, pratique à la fois artistique et d'exploration des états de conscience. Et par quel canal est-ce que tu as commencé à explorer ces différentes méthodes, ces différents moyens d'accéder à des états de conscience modifiés ? La pratique du yoga comme de l'inner dance, c'est venu un peu par hasard et par des rencontres ou des gens qui m'ont parlé de ces pratiques. Avant ça, j'avais déjà exploré des états différents de conscience avec des substances, qu'elles soient psychédéliques ou non. Qui m'avait fait explorer plein de choses, mais toujours avec un ajout qui est une substance chimique qui vient modifier la chimie du cerveau. Alors qu'avec le yoga et l'inner dance, qui a été complètement nouveau et pas forcément attendu d'ailleurs, c'était de retrouver les mêmes états, mêmes sensations, mêmes vision entre guillemets, mais sans substance, sans rien. Donc expérience très forte, découverte très forte et qui se sont fait vraiment totalement par hasard. Donc c'est le yoga Kundalini qui t'a amené à l'inner dance. Est-ce que tu veux nous décrire un peu la première fois que tu as senti les effets du yoga Kundalini sur toi ? Comment est-ce que ça s'est manifesté ? Ça s'est manifesté dès la première fois. Pourtant les conditions n'étaient pas du tout réunies pour qu'il se passe quoi que ce soit. Moi j'y allais vraiment de manière curieuse, sans attente. C'était au tout début du confinement du Covid. Donc un ami m'avait parlé de cette pratique que je connaissais pas du tout. Et en fait il se trouve qu'au confinement, plein de profs se sont mis à proposer des pratiques en ligne, notamment gratuites. Moi à ce moment-là j'aurais jamais eu l'idée d'aller dans un studio de yoga ou de payer pour un truc qui avait l'air un peu bizarre et que je connaissais pas. Donc je me suis dit bon là je peux tester chez moi en Zoom. C'était le tout début en plus de cet essor de Zoom où du coup la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Donc le son était hyper mauvais, la prof j'aimais pas du tout sa voix, il n'y avait rien qui allait. C'était juste une petite méditation de 20-30 minutes. Et en fait, je sais pas, je suis rentrée dedans, ça m'a complètement prise et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps, mais sans avoir aucune idée de pourquoi. C'était pas forcément lié à une émotion, ni de la tristesse, ni de la peur, ni de la joie, rien de spécial, juste ça sortait et je sentais que ça me faisait du bien que ça sorte. Et à la fin de la séance, j'étais pas plus avancée, mais je me suis dit, il y a un bouton magique que je ne connais pas, qui est apparemment le Kundalini Yoga, et qui me fait sortir des choses sans que je le sache. Et du coup, à partir de là, j'ai voulu creuser. Et comme il y avait le confinement, j'ai pu en faire vraiment tous les jours, à fond. Et voilà, et beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions, beaucoup de nettoyage d'émotions,
des prises de conscience par rapport à ma famille, à mes attentes dans la vie ou ce que j'avais envie de faire dans la vie. Enfin, tout a été nettoyé, remis en lumière, entre guillemets. Et si tu devais te décrire le Kundalini Yoga, comment est-ce que tu l'expliquerais à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la pratique? C'est assez différent de l'image qu'on a habituellement du yoga. Le Kundalini Yoga, c'est vraiment une expérience méditative parce qu'on a les yeux fermés pendant la pratique, donc on est dans un voyage intérieur, mais cette méditation, elle se fait par des mouvements, par des respirations, par des chants. Donc c'est pas du tout nécessairement reposant, parce que quand on dit méditation, on imagine un truc un peu relax ou immobile. Là non, ça peut être une pratique physique intense, mais qui va se faire les yeux fermés et souvent avec des mouvements répétitifs, puis de la musique. Et voilà, et tout ça ensemble peut nous emmener quelque part, voilà, selon les personnes. Des gens qui vont ressentir des émotions, comme c'était mon cas au début. D'autres, ça va plutôt être des visions, en tout cas des flashs de couleurs, de lumière, ou des images, comme des bouts de rêve éveillés, donc selon les personnes. Et ça peut ne pas arriver de manière aussi intense dès le début non plus. Parfois, ça vient avec un peu de pratique. Et quand tu dis méditation, est-ce que pour toi l'objectif c'est entre guillemets d'éteindre le mental et de te recentrer sur le corps, ou est-ce que ça va être d'éteindre le corps et de se concentrer sur un état du mental un peu différent? Enfin, comment est-ce que toi tu décris la méditation? Je dirais que ça dépend. Parfois, ça va être effectivement, puis c'est les descriptions qu'on peut lire. Parfois, ça va être le fait d'oublier son corps. Donc, on a beau être en train de faire un mouvement répétitif, un peu intense, on oublie complètement, puis on part ailleurs dans une sorte de rêverie éveillée. Mais ça peut aussi, des fois, justement, être complètement hors du mental. Et on n'est plus qu'en train de sentir son corps ou sa voix ou son souffle, et on pense à rien d'autre. Et du coup, ça dépend. Pour moi, ces deux exemples, en tout cas, c'est des formes de méditation, où en tout cas, on passe dans un état de conscience qui est un peu différent de la veille habituelle, où on est à moitié conscient, en tout cas, de ce qu'on fait avec son corps, et puis en même temps, on a tout le flot des pensées en arrière-plan. Et toi, personnellement, à la fois en pratiquant le yoga Kundalini, en l'enseignant, est-ce que tu recherches des états particuliers ou est-ce que tu laisses juste venir ce qui doit venir? C'est une question intéressante. Ça dépend des moments. Au début quand j'ai pratiqué, pour le coup, avec ces larmes, ces émotions très intenses, forcément, quelque part, je cherchais ça. J'avais l'impression qu'une séance n'était pas aussi bien réussie si j'avais pas pleuré. Alors que, au bout d'un moment, c'est passé. Maintenant, ça m'arrive très rarement de pleurer, mais je suis passée sur d'autres sensations, d'autres types d'appréhension de la pratique. Et c'est quelque chose que j'ai toujours entendu mes enseignants dire, on n'est pas là pour chercher des sensations particulières. S'accrocher à la sensation, c'est encore trop d'attachement en fait à la matérialité, à la matière. Donc l'étape d'après, c'est justement de plus être en recherche de sensations, ou même de sensations fortes. Et du coup maintenant je le suis plus, mais en même temps j'en ai beaucoup plus facilement qu'avant. Enfin en tout cas, je reconnais tout de suite l'état de méditation dans lequel ça me met. Et autant au début de la pratique, il me fallait de longues minutes pour l'atteindre. Maintenant, en 2 secondes, je peux y être. Donc, j'ai même pas besoin d'une pratique hyper longue. Et quand j'enseigne, c'est différent parce que là, je dois être là pour tenir l'espace, être attentive à toutes les personnes qui sont présentes. En même temps, ça n'empêche pas de partir en méditation aussi avec le groupe. Et c'est hyper fort aussi de vivre ça à plusieurs, mais en restant toujours là, bien sûr. Et quand tu dis que tu pars en méditation, comment est-ce que tu le sens physiquement
Est-ce que tu as des effets corporels, physiologiques que tu vas sentir et que tu arrives à identifier? Alors oui, et ça c'est vraiment l'inner dance qui m'a aidée à reconnaître ça. Je pense que c'est différent pour chaque personne, mais moi il y a des sensations dans la tête ou dans le front qui vont, que maintenant je sais être caractéristiques de ça, de ce moment où c'est comme si hop, je me soulevais un petit peu dans ma tête et je passe dans cet état méditatif, mais que avant j'aurais pas reconnu, je pense. Avant ça devait m'arriver, mais je m'en rendais pas compte parce que c'est une sensation infime à laquelle j'étais pas attentive comme maintenant. Et comment est-ce que tu décrirais la Kundalini? Kundalini, c'est un mot qu'on utilise en yoga, en Kundalini Yoga, mais qui n'est pas propre au Kundalini Yoga. En fait, ça vient de la philosophie hindoue à la base, c'est du sanskrit. Kundalini, ça vient du sanskrit Kundala, qui signifie enrouler comme une boucle de cheveux. En fait, c'est censé être l'énergie vitale et créatrice qui anime chacune d'entre nous, qu'on représente sous la forme d'un serpent qui serait souvent enroulé à la base de la colonne et un peu coincé dans le bassin. Et en fait, par la pratique du yoga, Kundalini ou autre, l'idée c'est de venir préparer l'éveil de cette énergie, que ce serpent se mette à se réveiller puis à se dérouler le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne et en passant par les principaux chakras, donc des deux énergies qui sont disposées le long de la colonne. Et puis voilà, le jour où cette Kundalini se réveille et circule librement à travers tous les chakras, on est censé atteindre l'illumination, en tout cas la libération suprême, qui est le but du yoga, c'est la libération de la souffrance. Donc c'est à travers la pratique du yoga Kundalini que tu as senti, en tout cas toi, des libérations émotionnelles qui sont arrivées. Et ensuite, tu l'as poursuivi avec l'inner dance. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus en détail de ce qu'est l'inner dance? Oui, l'inner dance est vraiment venu compléter ce que j'avais commencé en Kundalini Yoga. Donc c'est une pratique que j'ai découverte, pareil, parce qu'on m'en a parlé, des gens qui faisaient la formation de Kundalini Yoga avec moi m'avaient parlé de cette pratique qu'on avait connue au début sous le nom Kundalini Activation. En fait, il y a plein de noms différents parce qu'évidemment, il n'y a rien de réglementé dans ces pratiques, mais on retrouve toujours un peu la même formule. C'est un peu comme une séance qui va commencer comme de la relaxation, donc des séances de groupe, les participants et participantes sont allongés sur le dos, sur un tapis. Et pendant 1 heure, il va y avoir un voyage sonore. Donc ça peut être avec des playlists de musique enregistrées, connues ou pas, mais aussi avec toutes sortes de sons, de bruits, des instruments live, du chant, toutes sortes de choses. L'idée c'est que les fréquences sonores, en s'enchaînant et en se mélangeant, vont permettre de désorienter le mental justement, d'activer certaines ondes cérébrales qui facilitent le passage dans des états de conscience différents. Et c'est extrêmement efficace, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 qui s'allongent pour la première fois sur leur tapis pour faire ça vont effectivement partir dans d'autres états. Et après ça se manifeste plus ou moins intensément, mais voilà, le corps peut se mettre à bouger tout seul, on peut avoir des visions ou donc partir dans une sorte de rêve mais en étant éveillé, avoir des sensations, du chaud, du froid, des picotements, des sortes de fourmis, de vibrations dans les doigts, dans le visage. Il y a plein de choses différentes qui peuvent se manifester. Et puis parfois des prises de conscience, des émotions, rire, pleurer, ou se mettre à parler une langue qui n'existe pas. Voilà, ça fait toutes sortes d'effets possibles. Ou parfois même une relaxation profonde, mais voilà, c'est très intéressant comme pratique.
Et c'est vraiment venu compléter ce que moi je connaissais en Kundalini Yoga, parce que on retrouve les mêmes sensations quand on part dans des états de conscience différents, en fait, quelle que soit la source. C'est-à-dire que j'ai retrouvé les mêmes choses, que ce soit en prenant de la drogue, en faisant du yoga ou en faisant de l'inner dance, mais par des biais, par des chemins différents, plus ou moins rapides, plus ou moins intenses, plus ou moins contrôlés, plus ou moins longs. Et l'inner dance m'a vraiment permis d'appréhender plus finement les sensations que moi je vivais dans ces états-là. Et l'inner dance, donc tu vas être avec un groupe de personnes. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va faciliter la session ou est-ce que tu vas plutôt être seule dans ton expérience ? Alors les participants et participantes sont seuls dans leur expérience, mais il y a toujours une ou même plusieurs facilitateurs ou facilitatrices qui du coup guident la séance et puis qui aussi vont donc gérer à la fois le son quand il y a besoin de le gérer ou les instruments quand il y en a, et également se déplacer parmi les participants et participantes, parfois utiliser le toucher. Donc il y a des personnes en fait qui vont être plus réceptives à certains stimuli que d'autres. Donc il y a des gens que ça peut faire partir complètement de sentir qu'il y a une présence juste à côté d'eux qui est en train d'encourager le processus. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout besoin de ça et qui vont être plutôt dans le son. Mais voilà, ça permet d'encourager par divers stimuli l'accès à ces états différents. Et est-ce qu'il y a un voyage type que tu pourrais nous raconter, même si j'imagine qu'il n'y a pas de voyage type, mais est-ce qu'il y a un déroulé type de comment est-ce que tu te sens petit à petit aller vers cet état ? Ça dépend, ça a vraiment évolué dans le temps avec ma propre pratique. Enfin, les premières pratiques que j'avais faites, où ça s'appelait d'ailleurs activation de Kundalini, en tout cas pour les gens qui l'organisaient, mais c'est à peu près la même chose. J'avais beaucoup de mouvements. Moi, ma particularité, c'était que vraiment je bougeais énormément et très vite, donc avec des espèces de spirales des mains, des bras, puis des jambes, envie de faire la chandelle sans savoir pourquoi. C'est quelque chose qui s'est un peu atténué, mais je bouge toujours, mais beaucoup moins et plus lentement. Donc je sais pas si c'est la pratique qui fait que je bouge moins ou si c'est mon évolution personnelle. J'ai pas eu trop de nettoyage émotionnel avec cette pratique parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir tellement nettoyé au début du yoga que depuis ça n'arrive plus du tout comme c'est arrivé, dans l'ampleur avec laquelle c'est arrivé au début. Et pareil, il y a des gens qui sont très sujets à des visions, moi pas forcément. Après, il y a d'autres techniques de mise en transe comme la respiration holotropique, où là je vais être effectivement dans des visions où on se prend pour un animal, on voit plein de choses comme dans un rêve, et en vivant la sensation d'être, un oiseau, un tigre, un truc. Donc c'est très variable en fait, ça dépend pas mal de la technique et des conditions en fait. Les conditions, le setup comme on dit, est toujours, va beaucoup jouer en fait. Et quand tu as senti pour la première fois ton corps bouger sans trop pouvoir l'expliquer, est-ce que tu avais des appréhensions ? Est-ce que tu as eu un petit peu peur par rapport à ces manifestations qui étaient peut-être hors de ton contrôle ? Oui, moi j'avais énormément même d'appréhension et de peur sur la transe. Enfin, j'avais plein de préjugés sur la transe. J'associais ça vraiment à l'idée d'une perte de contrôle. Et je me disais, mais si je perds le contrôle, je sais pas ce que je vais faire, parce que j'avais l'impression je sais pas, que ça allait mettre à jour peut-être des choses que je savais même pas être en moi. Du coup, j'avais très peur de ça, je sais pas, de me mettre à hurler, d'avoir l'air complètement taré. Et en fait, pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. Il n'y a pas de perte de contrôle en fait. Il y a plutôt un lâcher-prise,
C'est-à-dire que ma main, imaginons ma main droite se met à avoir envie de bouger, donc je ne vais pas la contrôler dans le sens où je ne vais pas l'empêcher de bouger, je vais la laisser bouger. Puis elle va se mettre à bouger toute seule, voilà, soit à trembler, soit à faire des vagues, peu importe. Et je reste parfaitement consciente et je reste à tout moment à pouvoir me dire ok, maintenant j'arrête de la faire bouger. Et ça c'est toujours possible. Mais il y a ce glissement où voilà, on laisse autre chose que le cerveau commander, c'est-à-dire le corps va se commander tout seul, mais le cerveau ne s'éteint pas en fait. Il peut tout de suite dire bon maintenant ça suffit, je m'arrête. Donc c'est vraiment ce jeu sur cette frontière-là que j'imaginais pas du tout exister, enfin que j'appréhendais pas du tout de cette manière-là. Je pensais que c'était on ou off, enfin qu'il n'y avait pas de... que je pouvais pas être sur le fil entre le contrôle et le lâcher-prise justement. Et est-ce qu'après une séance, ton mental va essayer d'analyser ce qui s'est passé en se disant j'ai bougé la main droite, pourquoi est-ce qu'il y a une symbolique derrière la main du côté droit, ou est-ce que le mental reste à sa place? La tentation d'analyser tout ce qui se passe, elle est forcément là, en tout cas quand on aime bien analyser tout. Moi je note à chaque fois les rêves que j'ai dans ces moments-là, les scènes qui se déroulent, toutes les visions qu'il peut y avoir. Je note toutes mes sensations, mes réactions. Mais parce que je me dis voilà, peut-être un jour je vais revenir dessus et je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est impossible à analyser en fait. On ne peut pas interpréter, c'est de la même manière qu'en histoire de l'art, on veut analyser le motif de telle ou telle fleur ou de telle ou telle couleur. Bon, les symboliques attachées à une couleur, on peut écrire des bouquins entiers dessus, il n'y en a pas une seule en fait. Là c'est pareil, c'est tout ce qui se passe peut avoir de multiples interprétations possibles, de multiples significations, on ne sait pas lesquelles. Et c'est pas forcément nécessaire en fait, c'est-à-dire que ça fait du bien et peut-être que ça nettoie des choses, on ne sait pas lesquelles, mais juste ça le fait. Comme ma première séance de Kundalini Yoga, j'ai pleuré, je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré, je ne saurais jamais. Mais je sais que je suis mieux maintenant qu'avant. Voilà. Donc c'est là que le mental est obligé de se mettre en retrait. C'est super en tout cas de réussir à accepter ce qui vient et sans l'intellectualiser. Et j'ai une question, c'est comment est-ce qu'après une séance, tu arrives à retourner à la réalité entre guillemets et en même temps intégrer tout ce qui s'est passé et peut-être en tirer quelque chose que tu réutilises dans la vie éveillée, entre guillemets. Je pense que c'est important de prendre son temps après n'importe quelle séance ou n'importe quelle expérience en fait, qui nous emmène ailleurs. Et c'est pas toujours possible, c'est pas toujours le cas, mais je pense que c'est ça qui va aider. C'est-à-dire que si après une séance d'inner dance ou de yoga, voilà, ça m'a fait du bien sur le moment, mais je vais boire un verre avec des potes juste après, ça va effacer beaucoup plus vite les effets de la séance, alors que prendre le temps après, justement peut-être d'écrire, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai vécu exactement, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment, à cet autre moment, de prendre le temps de mettre des mots dessus. Les mots aident beaucoup à faire le lien entre ce qui est de l'ordre plus spirituel et l'ordre plus matériel, je trouve. Ça ancre dans la réalité, en fait, une expérience qui, au départ, n'est que intérieure et qui pourrait, du coup, presque aussi bien être totalement imaginaire et n'avoir pas existé. Donc, mettre des mots dessus, je trouve que ça aide. Soit à l'écrit, soit en partageant. C'est pour ça que souvent, il y a toujours, en fait, un sac de paroles à la fin d'une séance où les personnes peuvent tout de suite poser quelques mots, même si c'est 1, 2, 3 mots. Après, parfois, c'est pas possible tout de suite parce qu'il faut le temps de revenir, justement. Mais ça permet d'ancrer l'expérience.
Et par rapport au fait que vous ayez ces cercles de parole et que ça soit fait en groupe, comment est-ce que tu penses que la dynamique de groupe va venir impacter ce que tu vis? Et est-ce que tu penses que parfois tu peux capter, même sans le vouloir, quelque chose de quelqu'un d'autre pendant une séance où tu vas peut-être ressentir des effets de tes voisins, entre guillemets? Être en groupe crée une synergie de groupe, forcément. C'est-à-dire qu'on va entendre les voisins, les voisines, ce qui se passe à côté. On va aussi entendre et interpréter, comme on sait le faire en tant qu'humain, leurs émotions, ou en tout cas ce qu'on peut en percevoir. Donc après, oui, si quelqu'un se met à être extrêmement triste à côté de moi, ça va potentiellement me toucher et impacter peut-être mon expérience dans ce sens-là. Mais peut-être pas du tout. Il y a aussi des gens qui racontent qu'ils avaient une furieuse envie de rire pendant de longues minutes alors qu'ils entendaient d'autres personnes être complètement au bout de leur vie. Et là, le mental qui se dit c'est bizarre, pourquoi je ris alors que quelqu'un d'autre n'est pas du tout dans ce mood-là. Donc chacun vit vraiment son expérience, mais l'énergie du groupe va jouer. C'est-à-dire que si tout le monde est complètement je sais pas, à hurler de rire, c'est très intense, tout le monde va ressentir que c'est plus intense que s'il y avait juste une personne. Chacun a ses effets. C'est-à-dire que si j'entends quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est en train de devenir fou, si ça me fait peur à moi, c'est moi qui ai peur, c'est pas lui. Lui, ça se trouve, il est en train de vivre sa meilleure vie et c'est moi qui m'imagine qu'il devient fou parce que j'entends des bruits bizarres. Donc chacun a sa propre expérience qui lui appartient. Est-ce que toi, tu as facilité les sessions? Oui, bien sûr. J'en ai facilité tous les mois là, pendant l'année passée. Là, j'ai fait une petite pause estivale parce que beaucoup de choses dans mon emploi du temps, mais c'est quelque chose que je vais reprendre à la rentrée. En plus, je me suis lancée aussi dans une formation complémentaire là pendant toute l'année 2024 pour approfondir tous les aspects autour des neurosciences, mais aussi les aspects philosophiques et du coup appréhender cette pratique de l'inner dance par d'autres biais en fait. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau, dans le corps, à quoi nous renvoie ce genre d'expérience transcendante, nous humains, comment ça nous relie aux autres ou à l'univers, au cosmos. Tout ça se met en jeu ensemble. Et par rapport à ton rôle de facilitatrice, est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec des attentes particulières et du coup, toi, tu dois adopter un positionnement précis ou en fait, est-ce que les participants vont venir avec des attentes précises? Je ne sais pas si d'autres personnes font des thèmes ou des thématiques, mais moi, je ne fais pas de thématique du tout. Chaque voyage va être complètement différent et les personnes viennent potentiellement, oui, avec des attentes, mais c'est pas sur ça que l'accent est mis. C'est-à-dire qu'au début d'une séance, je prends toujours le temps d'expliquer un peu comment ça se passe quand il y a des personnes qui ont jamais fait, ce qui est quasiment toujours le cas. Et du coup, prendre le temps d'expliquer ce qu'on va faire, à quoi potentiellement s'attendre en termes d'effets, de manifestations, mais sans orienter non plus. C'est une des particularités de cette pratique par rapport à l'hypnose ou à des choses similaires, c'est qu'il n'y a vraiment aucune orientation dans le voyage que les personnes vont vivre. Je leur pose pas de paysages imaginaires dans lesquels se mettre. Il y a juste le son, la musique qui peut du coup évoquer plein de choses, mais aussi plein de choses différentes. Une musique va être considérée comme joyeuse par des personnes et triste par d'autres. Il n'y a vraiment aucune norme dans ce domaine. Je pense que les gens qui ont l'habitude d'en faire s'attendent forcément à vivre à peu près la même chose que d'habitude. Puis parfois ça peut être très différent. Et est-ce que tu penses que pour certains c'est un outil thérapeutique ou ça va être plutôt un outil d'exploration, ça va être plusieurs choses à la fois ou peut-être d'autres outils que toi une autre forme d'outil que toi tu vois?
je suis assez prudente, moi, en tout cas de mon côté, avec les dénominations thérapeutiques, mais c'est effectivement considéré et présenté comme un outil thérapeutique par la plupart des facilitateurs et facilitatrices, de la même manière que le yoga peut être présenté comme tel, même si c'est pas que ça qu'on vient chercher. De fait, ça fait du bien à la fois sur le moment et à long terme aussi. C'est-à-dire que si en une séance on a des prises de conscience majeures sur sa vie, ça peut effectivement changer la vie en une séance. Mais ça ne va pas toujours être effectivement aussi fort. Mais voilà, une pratique régulière va aussi débloquer des choses petit à petit, réorienter des choses dans notre tête, dans nos émotions, dans notre gestion nos émotions, puis potentiellement dans notre vie derrière. Donc c'est thérapeutique, oui, dans ce sens-là. Après, moi, je préfère présenter ça comme un outil d'exploration parce que ça me parle plus personnellement de parler d'exploration. Et les bénéfices thérapeutiques sont secondaires, ou en tout cas, c'est super qu'ils soient là, mais c'est pas ce que je recherche en premier, parce que je me considère pas comme thérapeute. Et par rapport à ton expérience personnelle, le fait d'être capable de rentrer dans ces états de transe, comment est-ce que tu sens que ça te transforme un peu sur le long terme, ou ça transforme ton cerveau? Est-ce que tu vois des changements dans ta manière de t'appréhender toi et le monde par rapport à ça? Ça change beaucoup la gestion des émotions en fait, et la capacité à prendre de la distance par rapport aux événements ou à ce qui se passe. Donc pour moi ça a été très bénéfique de ce point de vue-là. En fait à la fois à court terme et à long terme, c'est-à-dire que maintenant par exemple si je suis très stressée pour quelque chose ou très énervée d'un seul coup, je sais que si je me mets en transe et que je me mets à danser dans cette espèce d'état différent pendant quelques minutes, ça va complètement me faire du bien tout de suite, ça va complètement retomber. Alors qu'avant j'avais pas cet outil-là à disposition, j'étais obligée comme tout le monde d'essayer de trouver un moyen de me calmer sans que ça marche vraiment. Donc pour ça par exemple c'est vraiment hyper utile et formidable. Mais aussi à plus long terme j'ai l'impression d'être plus attentive à reconnaître mes émotions, mes états d'âme, et puis à prendre de la distance par rapport à ça, à moins s'attacher, à moins s'enfermer dans des boucles où on réfléchit plus vraiment. En fait, on est embarqué par soit sa colère, soit sa tristesse, soit son stress. Tu arrives à rentrer en transe sans forcément être dans un cadre d'une pratique que tu vas faire en groupe. Tu vas pouvoir le faire chez toi toute seule par exemple. Oui, bien sûr. Oui, c'est avec la pratique, c'est venu c'est à volonté en fait. Même au début, je pensais qu'il fallait forcément de la musique pour partir, et en fait non. Maintenant, pas besoin de son, pas besoin de quoi que ce soit en fait. Une fois que le cerveau connaît le chemin, il sait le retrouver en fait. Si quelqu'un hésite à tester une séance d'inner dance ou est curieux de la transe, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui est complètement néophyte? Moi, je trouve que ça aide beaucoup, c'est peut-être mon biais, mais ça aide beaucoup de rationaliser la chose et justement de sortir de tous les préjugés ésotériques qu'on peut avoir dessus. Parce que, en tout cas, moi, c'est ce qui me freinait, ce qui me faisait peur, c'était de ne pas comprendre, de ne pas connaître et d'entendre autant d'histoires un peu bizarres autour de la transe. Donc, ce qui est bien, c'est que ça fait plusieurs années que la science s'empare de la question. Et je pense que ça peut beaucoup aider de se renseigner sur les travaux scientifiques qui sont
qui sont faits autour de la transe. Et notamment, il y a le Trans Science Research Institute qui avait fait toute une conférence il y a 2 ans au Grand Rex qui est dispo sur YouTube. Donc plusieurs vidéos sur YouTube où il y a notamment un chorégraphe qui explique comment il se sert de la transe dans son travail de chorégraphe et qui fait une démonstration. Et avoir une démonstration sous les yeux et des explications rationnelles, je pense que ça dédramatise énormément la chose et on se rend compte que effectivement on va pas devenir complètement fou et se mettre à courir dans tous les coins en bondissant et que ça va être beaucoup plus aligné avec ce qu'on est en fait. Le fait d'avoir repris des études pour explorer ce sujet, est-ce que c'est parce qu'il y a des thématiques particulières que toi tu voudrais creuser en passant par le biais des neurosciences ou de l'art ? Je pense qu'il y a une connexion avec la pratique artistique que je commence à développer. Je ne sais pas exactement encore comment la transe s'inscrit dedans, mais il y a quand même un rapport au corps en fait que la transe vient réveiller, un rapport au corps et à la voix. J'ai jamais chanté autant depuis que je fais de la transe régulièrement. Enfin, ça a vraiment débloqué quelque chose dans la voix, pour moi en tout cas. Et du coup, je pense que ça se connecte forcément artistiquement à la danse, au chant et à la performance, puisque c'est le médium que j'explore le plus maintenant. Après, il y a des connexions plus philosophiques, en fait, je trouve. C'est que dans la transe, on vient à l'encontre, en fait, de ce que la société nous demande en permanence, c'est-à-dire être là, être concentré, être efficace, être productif le plus possible, tout le temps, tout rationaliser. Là, on va vraiment dans le sens contraire de ça. C'est-à-dire qu'on lâche prise, on se met dans son corps, on oublie le mental, le temps n'existe plus. Enfin, c'est vraiment, ça va complètement à l'opposé. Et en plus, on se reconnecte à la fois à soi, aux autres qui vivent aussi leur voyage à côté, et au monde. Il y a toujours dans la transe, on vient toujours se remettre en perspective en fait avec le monde qui nous entoure. On se rend compte à la fois de la connexion et puis aussi de notre toute petitesse dans l'univers, mais ça n'a rien d'effrayant ou d'écrasant, c'est juste là. Et le sentir est toujours plutôt agréable en fait. Et je pense que tout remettre en balance comme ça dans la transe, ça conduit à une vision du monde plus collective en fait. C'est là que ça va se connecter avec ma démarche artistique en tout cas. C'est quelque chose qui est de l'ordre du partage et pas quelque chose, pas une expérience qu'on vit seul dans son coin en fait. C'est pas que ça. Ça s'ouvre assez rapidement aux autres et au monde. Et la pratique du yoga Kundalini et de la transe, est-ce que ça t'a fait évoluer ton rapport à ton corps et ses puissances et à ses limites aussi ? Ouais, ça a fait évoluer mon rapport à mon corps en termes de danse, je dirais, en tout cas de mouvement que mon corps est capable d'imaginer, que moi j'aurais pas forcément imaginé. Parce qu'en plus j'ai une formation de danse classique à la base où chaque mouvement est très millimétré, très coordonné. Là on laisse le corps faire n'importe quoi et ça fait du bien et on sait pas si c'est joli mais à la limite c'est pas grave. Et donc s'abstraire en fait de quoi ça a l'air pour rentrer dans l'expérience intérieure, ça c'est quelque chose d'assez important qu'il y a aussi dans le yoga Kundalini. Parce que on pratique les yeux fermés, on ne regarde pas ce que font les autres, personne ne nous regarde, il n'y a pas de miroir pour bien se placer. On va juste faire les mouvements et ça se trouve on a l'air complètement débile, mais c'est pas grave. Et je pense que c'est assez libérateur en fait de s'abstraire de quoi ça a l'air
Et puis les mouvements du corps un peu décontrôlés, c'est presque un peu tribal, c'est presque un peu originel aussi de suivre le mouvement de son corps sans réfléchir à où ça va. Et peut-être que ça rejoint aussi ce côté connexion dont tu parlais. Mais hyper intéressant. Est-ce que tu as des inspirations, des artistes ou des penseurs qui ont nourri, enfin qui t'ont amené vers cette pratique et après qui t'ont permis de nourrir ces pratiques? Alors pour le coup, ouais, il y a une figure un peu du renouveau de la trance, en tout cas qui a amené ça aussi du côté du champ scientifique. C'est Corinne Sombrin, qui est à la base journaliste et musicienne, ou ethnomusicienne je crois, et qui a écrit plusieurs livres sur son expérience. Enfin, la trance lui était tombée dessus pendant un voyage, je sais plus où. Elle s'est formée au chamanisme et elle a essayé de comprendre toute cette pratique et ces cultures-là aussi, d'un point de vue scientifique, rationnel. Au début, on lui a rayonné en Occident, et maintenant c'est quelque chose qui est vraiment étudié. Et elle a cofondé justement le Trans Science Research Institute dont je parlais. Et je pense que un bouquin qui résume bien son parcours et ce qu'elle vit à travers ça, c'est un des derniers qu'elle a écrit, c'est peut-être le dernier, c'est La Diagonale de la joie. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux justement aussi sur de quoi on parlait exactement, comment ça pouvait s'inscrire dans notre paysage scientifique occidental aussi. Donc il y a eu elle. Et après, alors il y a là aussi sur le côté scientifique, il y a un livre que j'ai pas encore lu mais qui est paru en 2023, l'année dernière, qui est le grand livre des trans, qui est publié chez Duno, donc qui fait des manuels pour les facs de médecine, etc. Et c'est écrit par des participants du DU de Paris 8. Donc pareil, il y a une fac à Paris qui a un diplôme universitaire depuis quelques années sur les trans et les états non ordinaires de conscience, qui est ouvert principalement à des médecins, infirmières, psychologues, etc. Mais qui s'intéresse d'un point de vue médical, thérapeutique, à ces états-là. Donc ça aussi, ça aide à démystifier, à mieux comprendre. Après, d'un point de vue artistique, il y a une artiste de performance très connue qui a toujours exploré des états comme ça hyper particuliers, c'est Marina Abramovic. Et puis un autre, alors qui invoque moins le côté spirituel, mais qui vit des expériences complètement hors normes, qui du coup pour moi se rapproche de ça, c'est Abraham Poincheval. Lui s'enferme pendant des jours et des jours dans des espaces extrêmement petits pour vivre l'expérience de l'enfermement pendant très longtemps. Et là aussi, je pense qu'on atteint des états de conscience différents. C'est hyper intéressant. Et sur le yoga Kundalini, est-ce que tu as des inspirations aussi un peu spirituelles? En fait, originellement, le yoga n'est pas religieux, ou en tout cas pas rattaché à une religion particulière. Et c'est pour ça que, quelle que soit sa religion ou sa non-religion, on peut pratiquer du yoga. Après, ça n'empêche pas que, en Inde, d'où vient le yoga, le religieux était, en tout cas à l'émergence du yoga, était lié de toute façon au quotidien et au yoga plus que ça ne l'est aujourd'hui en Occident. Donc le yoga est forcément de lui-même imprégné de traditions religieuses. Pour beaucoup hindous, mais pas que, parce que le Kundalini Yoga, c'est plutôt du sikhisme qu'il est imprégné. Donc il y a plein de mantras utilisés en Kundalini Yoga qui viennent du livre sacré des Sikhs. Il y a effectivement
des invocations aux gourous sikhs, aux 10 gourous sikhs qui ont fait l'histoire du sikhisme. Voilà, ça fait partie de la pratique, mais on peut le pratiquer sans être du tout sikh. Même si voilà, au début, quand Yogi Bhajan l'a introduit en Occident au tout début des années 70, la plupart de ses adeptes se convertissaient et c'était pas une obligation, mais c'était bienvenu et beaucoup de gens le faisaient. De nos jours, c'est plus le cas du tout. Plein de gens pratiquent en n'ayant pas du tout de religion ou de spiritualité particulière. Après, c'est quand même un yoga qui appelle à quelque chose de spirituel, mais voilà, chacun le vit à sa manière. En fait, c'est spirituel parce que ça emmène dans autre chose que les états de conscience ordinaires. Mais après, les interprétations sont libres à chacun et chacune. C'est-à-dire que voilà, y a des gens qui vont interpréter qu'ils revivent des vies antérieures en pratiquant, puis d'autres qui vont juste voir ça comme des images qui leur viennent, mais qui n'ont pas de signification. Ça, c'est libre à chacun et chacune d'en faire ce qu'il veut, en fait. Donc tant pour le yoga Kundalini que pour l'inner dance, il n'y a aucun prérequis physique, technique à avoir, et c'est vraiment des pratiques qui sont ouvertes à n'importe qui est curieux d'explorer un petit peu plus. Oui, alors d'une manière générale, oui. Après, le Kundalini Yoga, comme c'est très physique, c'est généralement pas conseillé quand on est enceinte de plus de 6 mois. Voilà, après, chaque cas est unique. L'inner dance, c'est un peu plus à prendre avec précaution pour les gens qui ont déjà des conditions psychiatriques, en fait. Parce que comme la transe n'est pas étudiée depuis assez longtemps, on ne sait pas en fait comment ça se passe exactement avec les gens qui ont déjà des conditions psychiatriques, qui sont sous traitement, etc. Parce qu'on vient quand même jouer sur le cerveau. C'est pareil, déconseillé aux femmes enceintes de plus de 6 mois. Mais sinon, ouais, pas de prérequis physiques ou sportifs. Non, c'est ce qui est très fort, je trouve, avec ces deux pratiques, c'est qu'on peut arriver en sachant même pas exactement de quoi on parle et vivre quand même quelque chose sans aucun préjugé culturel ou ésotérique ou spirituel. Si tu avais pu parler à ta toi d'il y a quelques années, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé lui donner ? Oui, plein. Je pense qu'un conseil important, c'est de se faire confiance, en fait. D'écouter sa petite voix intérieure, de se faire confiance. Super, merci beaucoup Raphaël, c'était hyper intéressant, hyper instructif. Et c'est aussi hyper touchant de voir qu'on peut vraiment se libérer des émotions de différentes manières et que comme tu disais, il faut juste faire confiance. Donc merci beaucoup. Merci à toi, merci Anna. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Raphaël sur son site web et sa page Instagram renseignée dans la description de l'épisode. Vous pourrez y suivre l'actualité concernant ses cours et les sessions d'Inner Dance. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles à Inner Voyage. Cela permet de contribuer à la diffusion du podcast. À très bientôt.